Lorsqu'on fait de l'électronique, on joue tout le temps avec deux facteurs qui sont la tension et l'intensité. Mais pour jouer avec ces facteurs, il faut comprendre comment ils réagissent au sein d'un circuit. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff est issue du physicien allemand Gustav Kirchhoff qui l'a établie en 1845. Cette loi, qui exprime la conservation de l'énergie et de la charge, est composée de deux lois, la loi des mailles et la loi des nœuds. La loi des mailles porte sur la tension, tandis que la loi des nœuds porte sur l'intensité. Dans cette vidéo, on va voir la loi des mailles et dans la prochaine vidéo, on verra la loi des nœuds. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La loi des mailles dit « La somme des tensions au sein d'une maille est nulle ». Mais qu'est-ce qu'une maille? La maille est un chemin fermé. Lorsqu'on parcourt une maille, on part d'un point A et on revient vers ce point A. Si on illustre avec un schéma, en jaune on a une maille, en rouge on a une autre maille et en vert une autre. Maintenant qu'on sait ce qu'est une maille, place à la loi des mailles. Sur mon schéma, j'ai une maille, avec VCC la tension générateur. Le V c'est pour la tension et CC le courant continu. J'ai trois résistances notées R1, R2 et R3. J'ai en plus de la tension générateur, la tension à chaque borne des résistances. U1 pour R1, U2 pour R2 et U3 pour R3. La direction de la tension générateur va du plus vers le moins, car c'est le sens conventionnel. Par contre, les résistances, étant prises comme récepteurs, ont une tension inverse au générateur, donc du moins vers le plus. Maintenant, si je suis la loi des mailles, c'est-à-dire la somme des tensions au sein d'une maille est nulle, j'aurai VCC est égal à U1 plus U2 plus U3, ce qui est logique car la tension du générateur est la somme des tensions récepteurs. Vous n'aurez pas une tension supérieure ou inférieure dans un circuit fermé, du moins je parle ici d'un circuit simple, car bien entendu, il est possible de faire des montages élévateurs de tension ou bien abaisseurs de tension, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Maintenant, vous allez me dire que ça ne correspond pas à la loi des mailles car cela devrait être nul, donc égal à 0. Et vous avez totalement raison. C'est pourquoi il faut faire une transformation de formule et tout faire passer à gauche, ce qui nous donnera VCC moins U1 moins U2 moins U3 est égal à 0. La somme au sein d'une maille est donc bien nulle. Place à un autre exemple pour mieux comprendre. Ici, on a un circuit avec une tension générateur de 12 volts, c'est mon VCC. On a aussi 4 résistances, R1, R2, R3 et R4. Aux bornes de ces résistances, on a une tension. U1 pour R1, U2 pour R2, U3 pour R3 et U4 pour R4. Ensuite, on flèche le schéma avec la tension récepteur inverse à la tension générateur. Généralement, on dit que la tension générateur va du plus vers le moins et la tension récepteur du moins vers le plus. Si on suit la définition d'une maille, c'est-à-dire que c'est un chemin fermé, on se rend compte que sur le schéma il y a 3 mailles. Il y a la jaune, la verte et la rouge. Donc j'ai 3 formules. En jaune, VCC est égal à U1 plus U4, donc VCC moins U1 moins U4 est égal à 0. En vert, VCC est égal à U1 plus U2 plus U3, donc VCC moins U1 moins U2 moins U3 est égal à 0. En rouge, U4 est égal à U2 plus U3, donc U4 moins U2 moins U3 est égal à 0. Si on décide d'ajouter des tensions avec VCC est égal à 12 volts, U1 est égal à 6 volts, U2 est égal à 3 volts, U3 est égal à 3 volts et U4 est égal à 6 volts, on a pour la maille verte 12 volts moins 6 volts moins 3 volts moins 3 volts est égal à 0 volts. La jaune donnera 12 volts moins 6 volts moins 6 volts est égal à 0 volts. Et pour finir, la rouge donnera 6 volts moins 3 volts moins 3 volts est égal à 0. Pour la rouge, on n'a pas de générateur, donc on en définit un. Moi j'ai choisi U4. Retenez que pour calculer une maille, il faut faire le schéma, repérer le générateur, repérer les récepteurs, mettre le sens de la tension dans le sens conventionnel pour le générateur et dans le sens inverse pour les récepteurs. Les tensions dans le sens générateur seront des tensions positives et les tensions dans le sens inverse seront des tensions négatives. Ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer la loi. Alors tout ça c'est bien, mais comment ça se passe en pratique? Prenons en exemple un circuit alimenté par une pile 9 volts avec 3 résistances en série. On a la résistance de gauche qui fait 9980 ohms, celle en bas qui fait 1000 ohms et celle de droite qui fait 3312 ohms. Lorsqu'on mesure la tension à la pile, on obtient 8,70 volts car elle est un petit peu fatiguée. Si on mesure la tension en borne de la résistance de 9980 ohms, on a 6,073 volts. Si on mesure la tension aux bornes de la résistance de 1000 ohms, on peut observer 0,610 volts. Et si on mesure la tension aux bornes de la résistance de 3312 ohms, on obtient 2,017 volts. On peut remarquer que quand on mesure la tension aux bornes des résistances, le sens des contacts a son importance, mais je vous expliquerai les tensions négatives lors d'une prochaine vidéo. Maintenant, si on vérifie le circuit par la loi des mailles, on a 8,70 volts moins 6,073 volts moins 0,610 volts moins 2,017 volts est égal à 0. La loi des mailles est donc bien appliquée. Pour info, on peut remarquer que lorsque la résistance possède une grande valeur, la tension est grande, et lorsque la résistance diminue, la tension diminue. On voit que la résistance
résistance de 9980 ohms a une tension de 6,073 volts, qui est plus grande que la tension de la résistance de 3312 ohms avec ses 2,017 volts, et qui elle-même est plus grande que la résistance de 1000 ohms avec ses 0,610 volts, ce qui est normal car la loi d'Ohm entre en action ainsi que la propriété des résistances en série. Si on calcule l'intensité de chaque résistance avec la loi d'Ohm, on obtient 0,000608 ampères. Et si on calcule la résistance équivalente des trois résistances mises en série, ce qui nous donne 14 222 et qu'on calcule l'intensité grâce à la loi d'Ohm, on obtient ainsi 0,000608 ampères. Tout ça pour vous montrer que la loi d'Ohm ainsi que la loi d'Émaille fonctionnent aussi ensemble. Maintenant qu'on connaît tout ça, on pourra trouver des inconnus dans des équations. On pourra même faire des exercices qui combinent la loi d'Émaille et la loi d'Ohm. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à mettre un pouce vers le haut. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.